votre conception, on commence par vous, Michel Onfray, sur le féminisme. La société aujourd'hui, par exemple, pour Éric Zemmour, la société, elle se féminise trop. Pour vous, quelle est la place du féminisme aujourd'hui ? Ah non, moi je pense pas que la société se féminise, je pense qu'elle s'infantilise. C'est pas exactement la même chose, sauf à croire que les femmes sont des enfants ou d'éternels enfants, comme le disait Rousseau. Moi je ne le crois pas. Je crois que non, le modèle. Enfin, moi je suis un féministe presque de nature. Je ne me suis jamais posé la question. Moi, j'ai eu une directrice de thèse, c'était une femme. J'étais une directrice quand j'étais professeur dans un lycée pendant plus de 20 ans, c'était une femme. J'ai jamais trouvé ça anormal, ou je n'ai jamais dit que si telle ou telle commettait une bêtise, c'est parce qu'elle était une femme, ce qui est effectivement la misogynie. Elle faisait une bêtise parce qu'elle faisait une bêtise et pas parce qu'elle était femme. Donc moi, j'ai jamais vraiment pensé les choses dans ces termes-là. Non, je pense que tout ce qui est visible aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui font des bébés comme on fait des baigneurs, vous allez dans les grands restaurants et vous mangez de la cuisine, c'est de la cuisine non pas pour enfants mais pour bébés qui n'ont pas encore de dents, vous avez des espumas, vous avez des trucs molles, des textures molles, vous avez des tatouages, vous avez des trottinettes, vous avez de la glisse, vous avez 1000 choses qui font qu'on se dit effectivement le modèle c'est l'enfant. La génuflexion devant Greta Thunberg est aussi manifeste en ce sens. Les enfants vont donner des leçons aux adultes. C'est les jeunes filles qui ne vont plus à l'école peuvent enseigner les directeurs de recherche ou les professeurs d'université. On lui propose aujourd'hui d'être docteur honoris causa de l'université de Mons. Je dis, pour une fois je vais citer la Bible, mais malheur à la ville dont le prince est un enfant. Il y a juste un moment donné où les enfants sont faits pour devenir des adultes. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire ce sont des adultes qui veulent rester des enfants et qui sont dans le régressif. Et ils suçotent, ils tétouillent, ils vapotent. Enfin, il y a toute cette histoire de la régression, Dans plusieurs interviews, vous expliquez pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant d'ailleurs. Mais vous êtes un homme féminin ou féministe ? Féminin, ça veut rien dire, un homme féminin. Sauf à dire qu'il y aurait des parts de féminité. À ce moment-là, on va dire il y a de la douceur chez les hommes, justement. de la sensibilité. Alors c'est là, on va y arriver. Non, mais ça, j'y crois pas une seconde. Féministe, oui, parce que je pense effectivement que les femmes sont discriminées, pas toujours là où on le dit. C'est-à-dire que c'est formidable de faire de l'écriture inclusive, c'est formidable d'avoir Catherine Deneuve qui dit « mais moi j'aime bien qu'on me mette la main aux fesses après tout, etc. » Moi, je pense toujours au féminisme d'en bas. Je dirais ces femmes qui sont Priscilla Ludowski, souvenez-vous, on revient aux Gilets jaunes. Voilà une femme qui dit mais moi je suis une maman toute seule, je suis une mère célibataire. Pas célibataire, mais enfin sans mari à la maison. Éric Zemmour s'exprimer. C'est exactement la même chose. Alors justement, moi je suis d'accord sur un point, sur l'infantilisation de la société, des hommes, etc. Simplement, je me distingue de Michel Onfray par l'origine où je place cette infantilisation. Je veux dire par là que dans toutes les sociétés traditionnelles, tous les spécialistes de l'enfance vous expliquent que le jeune garçon devient un homme en se séparant de sa femme, là-dessus c'est intéressant, en se séparant de sa mère, et vous voyez, alors là maintenant je vais aller voir sur les réseaux sociaux, ça va être magnifique, en se séparant de sa mère, et en devenant le fameux « devient un homme mon fils », etc. Or, qu'est-ce qu'une société féministe, et aujourd'hui que j'appelle moi féminisée ? C'est une société où on est obsédé, au nom de l'égalité, par le refus de l'indifférenciation. Donc dans une société où il ne peut pas y avoir d'indifférenciation, où il ne peut pas y avoir de différenciation, où les hommes doivent être des femmes comme les autres et les femmes des hommes comme les autres, l'enfant, le garçon en particulier, ne peut plus se séparer de sa mère, ne peut plus s'autonomiser, ne peut plus se viriliser, entre guillemets. Et c'est ce qui explique, selon moi, l'infantilisation que vous dénoncez. Donc pour moi, cette infantilisation, elle a pour origine la féminisation, qui est en fait sous un double aspect. Le premier, ce que je vous ai dit, interdiction de différenciation. Et le second, la domination idéologique de ce qu'on appelait dans les sociétés traditionnelles les valeurs traditionnellement féminines, c'est-à-dire la paix contre la guerre, la concertation contre la décision, la douceur contre la force, etc. Le refus de la violence, etc., etc. Vous voyez, c'est ce double schéma qui, d'après moi, rend impossible l'émergence d'un sujet masculin autonome. Et c'est pour ça que je vous dis l'infantilisation est la conséquence de la féminisation. Moi, je ne crois pas. Je crois simplement que l'incapacité pour des êtres à s'identifier, que ce soit des garçons ou des filles, c'est pas plus facile d'être une fille aujourd'hui que d'être un garçon. Hein. Non, c'est pas plus facile. Non, je vais pas dire c'est pas facile. J'expliquais simplement là. Voilà. Mais ma généalogie n'est pas la même que la vôtre. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de proposition d'identité qu'il y a effondrement nihiliste.
Si effectivement on ne sait pas quoi proposer aux enfants, en leur disant tu vas devenir adulte et devenir adulte, c'est quoi? On ne sait pas. Puis finalement, on n'a pas de proposition à faire. Alors il y avait jadis des identités nationales, des identités patriotiques, des identités familiales, des identités professionnelles, il y avait des identités sexuelles. Je ne vous le fais pas dire. Tout ça était lié. Ces identités se sont effondrées, mais moi la cause... La patrie, c'est le père. Alors, j'entends bien. Pour moi, la généalogie, et on fait le même constat, simplement les généalogies ne sont pas les mêmes. Je crois que la généalogie, elle a à voir avec quelque chose de majeur qui est le refus de la nature. Il y a aujourd'hui dans notre civilisation, en plus de l'infantilisation, et c'est un des signes du nihilisme, cette méconnaissance, voire ce refus et ce mépris de la nature. Vous trouvez vraiment? Elle est adulée, la nature? On ne parle que de ça? Pas du tout. On n'ose même pas toucher les animaux, on exalte la nature, la mère nature, etc. Oui, mais c'est une nature d'urbain, c'est une nature d'intellectuel, c'est une nature conceptualisée. Parce que quand les véganes aujourd'hui s'en viennent nous dire qu'il faut libérer les animaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les tue. Parce que ces animaux qui sont aujourd'hui dans Ils ne peuvent pas vivre sans les êtres humains. Ça n'a aucun sens. Ce sont des animaux. Donc ça veut bien dire qu'ils ignorent ce qu'est la nature. Oui, mais enfin ils l'exaltent en même temps. Non, mais pas du tout. Ils ignorent une fausse nature. C'est-à-dire ils ignorent ce qu'est la nature. On ignore le cosmos, on ignore le ciel, on ignore la terre. On ne sait pas comment ces choses-là fonctionnent. Les gens ne savent pas ce qui distingue, je sais pas, un taureau d'un taurillon, d'un bœuf, d'une vache, d'une amouillante, d'une laitière, etc. On ne sait pas toutes ces choses-là, mais on a quand même toute une théorie de la vache chez les véganes ou chez les gens qui, etc. Donc je pense que c'est la même chose quand on dit le corps des hommes, le corps des femmes. Les hormones, ça existe. Quand un enfant arrive, on dit c'est bien ce que je vous dis. Non, je dis moi que quand un enfant naît, on ne dit pas c'est un petit garçon, c'est une petite fille, ce que la nature nous enseigne. On nous dit c'est ce qu'il voudra être puisqu'il n'est jamais qu'archive. Vous dites comme moi. Non, je dis que le problème il n'est pas dans la féminisation. Ça c'est le féminisme. Mais non, c'est pas le féminisme. Mais non. Mais bien sûr. Mais non, c'est l'urbanisation. C'est l'urbanisation. Mais plus personne ne sait ce qu'est la nature. Des gens qui viennent dans les. Mais ils viennent dans les campagnes. Ça n'a rien à voir, Michel. Il y a une idéologie. Il y a une idéologie de l'indifférenciation. Regardez, on chasse les jouets sur le malheur d'être bleu ou rose. On chasse tout ce qui peut rappeler une différence, un préjugé, les fameux préjugés de genre. Moi, je vais vous dire, je suis comme Burke ou Barrès, j'aime les préjugés. Moi, je pense qu'ils sont la science de nos ancêtres. Et que sans préjugés, la vie serait moins douce et moins agréable et moins drôle. Les préjugés, on parlait tout à l'heure d'Astérix, c'est des préjugés. Et il y a aujourd'hui une chasse aux préjugés. Et il y a un conflit, d'après moi, entre la biologie, c'est-à-dire la biologie qui va passer son temps et qui continue, voilà ce que vous appelez la nature, la biologie qui continue à montrer les différences et qui, d'après moi, je ne suis pas du tout un scientifique, mais ce que je lis me passionne, et d'après moi, la biologie va de plus en plus démontrer que les chimères des féministes sont fausses et qu'il y a des différences majeures biologiques entre les hommes et les femmes, et non pas seulement culturelles. Et en revanche, il y a la sociologie qui essaye de combattre cette biologie. Il y a un conflit entre les deux au nom du féminisme. Je pense que c'est ça aujourd'hui. C'est ce que je dis, mais je ne conclus pas en disant c'est pas le féminisme. C'est la méconnaissance de la biologie, c'est la méconnaissance de la nature. Mais ajoutons à cela, juste, puisse continuer, c'est exactement la même chose avec la question du climat. C'est aussi une méconnaissance de la géologie, de la géomorphologie, de la géographie, du climat, de la climatologie. C'est-à-dire qu'on dit tellement de bêtises aujourd'hui sur le réchauffement climatique dont personne ne dit qu'il n'existe pas, mais dont simplement sur lequel on commet une erreur quand on pense que la causalité est uniquement anthropique, c'est-à-dire en pensant qu'il n'y a que l'homme. Il y a l'homme, il n'y a pas que l'homme. On est nul en astrophysique, on est nul en astronomie, on est nul en géologie, en géographie. Non, mais on est nul en biologie, ce qui nous fait dire tellement de sottises. S'il y a une dénaturation, c'est parce qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est la nature. On la pense de manière très conceptuelle, et c'est une nature d'urbain. On pense les vaches, on pense les veaux, on pense la campagne de loin. Vous voyez tous ces bobos qui arrivent dans la campagne, qui disent ça sent le crottin, le coq est en train de faire du bruit le matin, il nous réveille, il est en train de jacasser, c'est quand même terrible, ce genre de choses, parce que la nature, on la méconnaît. Je pense que la question, c'est la disparition des campagnes, la disparition de la ruralité, la technique qui arrive dans les campagnes, la fin du monde paysan et de la sagesse paysanne, du bon sens paysan. Les préjugés. Non, ce ne sont pas des préjugés. C'est l'effondrement d'une civilisation. Et cet effondrement de la civilisation, il suppose que nous ayons aujourd'hui des artifices et rien d'autre que des artifices. Nous ne serions que des artifices. Moi, je pense que vous sous-estimez le poids des idéologies et des actions. Mais c'est une idéologie, cette idéologie de la dénaturation. En même temps, qui ne fait qu'exalter la nature. C'est là la contradiction. Non, mais je ne suis pas d'accord. C'est une fausse nature. On a bien compris vos différences. J'aimerais avoir un peu votre conception à tous les deux. D'autres mots aussi
comme pacte républicain, comme la France. On va s'arrêter sur pacte républicain, ensuite droit à la différence. Pacte républicain, pour vous, ça veut dire quoi? Moi, je suis romain, c'est-à-dire que la République, faisons de l'étymologie, c'est la res publica, c'est la chose publique. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions passer des contrats. Le contrat, ça existe. Et il n'y a pas que le contrat social de Rousseau. Il y a le contrat avant qui était celui de Hobbes, le siècle précédent. Et ce contrat de Hobbes, il vient d'Épicure, qui nous dit il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit naturel pour moi. Il n'y a qu'un droit culturel. Et c'est un contrat. Et Hobbes nous le dit très précisément, on passe des contrats, mais quand ces contrats ne sont pas honorés, le contrat s'en trouve d'autant rompu. Le contrat social, c'est je renonce à la possibilité de nuire parce que la société me protège. Et Hobbes dit, si la société ne vous protège pas, vous avez le droit de recouvrer votre liberté primitive. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les gens disent, mais il n'y a plus d'État, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de justice. Je fais la police moi-même, je fais la sécurité moi-même, je fais la justice moi-même. D'où cette violence, d'où cette brutalité, d'où ces fameux voisins vigilants. Parce qu'effectivement, on refabrique des milices là où la police ne peut plus travailler, alors qu'elle fait bien son travail mais n'a pas les moyens de bien le faire. La justice, très exactement la même chose. Donc, pacte républicain, pour moi, c'est un pléonasme. Quand il y a république, il y a pacte. Simplement, il n'y a plus ni pacte ni république. Il n'y a évidemment plus aucun pacte républicain. Une fois de plus, je me situerai. Je ne suis pas en désaccord. Michel Onfray a raison de dire qu'est-ce que c'est que la République? C'est la res publica, c'est le bien commun, quoi. On est tous d'accord là-dessus. En revanche, je ne suis pas d'accord avec Michel Onfray sur l'origine. C'est-à-dire que je pense que ce qui a démoli cette République, c'est justement le dévoiement de la République. C'est-à-dire qu'on a appelé République, en fait, ce qui n'était plus qu'une société des individus. Et une société des individus qui se voulait absolument libre jusqu'au caprice et qui refusait toute discipline. Et je comprends que Michel Onfray soit un peu gêné aux entournures par cette discussion, parce que lui-même, dans les années 80, dans les années 90, il a défendu des théories qu'on appelait à l'époque libertaires et donc hédonistes, et que je comprends, mais que je vous défendais toujours, oui. Et qui sont à l'origine de cette destruction et de cette désagrégation de la République. Alors, je ne dis pas que vous êtes le responsable de la désagrégation de la République. Je dis que ces théories-là sont à l'origine de la désagrégation de la République. Et que vous êtes aujourd'hui un peu, là, vous savez, la fameuse formule de Bossuet, Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, vous êtes un peu la victime de ça. Pas du tout. Ben, si, un peu. Non, parce que je persiste à être libertaire. Simplement, le libertaire, c'est pas celui qui estime qu'il faudrait fumer des pétards à la Cohn-Bendit, c'est-à-dire... Non, mais ça, c'est votre définition, c'est pas la mienne. Non, mais ça, c'est justement c'est la définition infantile de la pensée libertaire. Donc effectivement, le libertaire qui veut tout casser, tout détruire, qui pense que quand il n'a plus de cravate, il peut dire n'importe quoi et que finalement il peut briser tout ce qui est papa, maman, famille, etc. Pour moi, c'est pas ça être libertaire. Moi, je suis proudhonien. Donc c'est pas du tout... Non, mais Proudhon n'a jamais été quelqu'un qui était pour la coucherie généralisée, pour les partous, pour l'échangisme, pour le fait de tripoter. Qui ça? Proudhon. Oui, bien sûr. Mais ils sont tous misogynes à l'époque. Qui ne l'est pas, hélas, à cette époque-là. Donc je reste... Je vais utiliser deux gros mots, mais socialiste libertaire, je le reste. Et hédoniste, je le pense toujours aussi. C'est-à-dire que la part du plaisir est essentielle dans la détermination d'une éthique. Simplement, entendons-nous sur l'éthique, sur le plaisir, sur la nature du plaisir. Le plaisir, je l'ai toujours dit. Il y a une phrase de Chamfort qui dit « jouir et faire jouir sans faire de mal ni à toi ni à personne ». Voilà toute morale. C'est tout ce que j'ai dit depuis le début de ce que j'écris. Je l'ai écrit à l'époque de l'art de jouir, la période dont vous parlez, et je persiste à défendre ça. Je pense simplement qu'il ne faut pas oublier que je n'ai jamais dit jouir et on s'arrête là. Et faire jouir, deuxième chose, sans faire de mal ni à toi, ni à personne. Mais encore une fois, c'est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on a bien voulu me dire. Alors, vous êtes victime du fait que les journalistes ont laissé croire que j'étais une espèce d'hédoniste libertaire, genre post-68 art dans les années 80-90. Pas du tout. Mais je vous renvoie... dans un... Mais il y a des bains idéologiques, c'est pas vous que je vais apprendre ça. Je disais des choses qui faisaient dans un bain idéologique. Pas du tout. Je disais une chose, elle était soutenue par la gauche à l'époque. Aujourd'hui, pour un certain nombre de choses, la gauche ne me soutient plus, mais je dis les mêmes choses. Non, vous ne dites pas la même chose. Mais je vous assure non, parce que vous vous êtes rendu compte de l'effet délétère de certaines des théories des années 70 et 80. Et donc, comme vous êtes un type intelligent, vous avez compris qu'il y avait une catastrophe. C'est comme le catholicisme. Jamais chez moi, mais prenez dans tous les livres que j'ai pu écrire dans ces années-là, un éloge du libéralisme. Jamais, nulle part. Vous parlez de ça? Non, mais si, parce que c'est les libéraux libertaires dont vous parlez. Oui, ça n'a pas grand-chose à voir. Un libéral libertaire n'a pas grand-chose à voir avec un libertaire. Mais vous savez bien qu'ils sont emportés. Les libertaires qui sont abonnés au monde diplomatique aussi, enfin au monde libertaire de jadis, ne sont pas
pas les mêmes que ceux qui savez bien renvoient à Proudhon. Moi, je persiste à vous dire que c'est une organisation extrêmement pragmatique, que l'anarchie positive de Proudhon, elle est exactement la même que celle que je défendais dans les années 90. Vous étiez à l'époque dans un bain culturel. Je ne suis plus soutenu par les mêmes. C'est même sur le catholicisme, sur la société catholique. En vérité, à l'époque, et vous êtes toujours, vous avez un point de vue nietzschéen sur le catholicisme, donc vous démolissez le catholicisme, sauf que vous arrivez après la bataille. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Marx, mettre une claque à sa grand-mère. Vous mettez une claque au catholicisme au moment où c'est une grand-mère qui n'a plus de force. Et maintenant, aujourd'hui, vous dites, oh là là, c'est une catastrophe, la fin de la société catholique et l'islamisation du pays. C'est pas vrai. À chaque fois, vous êtes dans les conséquences de ce que vous avez défendu. Je vais vous dire que vous vous comportez comme un journaliste, mais vous ne pouvez pas dire ça. C'est-à-dire que quand j'ai fait le traité d'athéologie, il y avait trois religions en cause dans ce texte-là. Alors évidemment, les catholiques n'y ont vu qu'un texte anti-catholique. Mais je vous ferai remarquer qu'il y a des propos sur l'islam qui m'ont valu quand même des menaces de mort à cette époque-là. J'ai été traîné dans la boue. Juste pour défendre ma cohérence. J'ai dit que vous avez un point de vue nietzschéen, c'est pareil. Si on veut. Mais le traité d'athéologie m'a effectivement fait taper sur le christianisme, autant que sur le judaïsme, autant que sur l'islam. Simplement, c'était facile de dire que... Oui, mais... J'ai pas dit le contraire. Non, mais si, parce que vous avez oublié... Ah non, je vous assure que non. Mais vous m'avez dit, vous avez tapé sur le christianisme, et puis vous avez découvert après qu'il fallait taper sur l'islam, Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'après, vous avez découvert que ça favorisait l'islamisation d'une société. Je suis athée, plus que nietzschéen, en ce sens, et l'athée que je suis demande l'autorisation d'être critique à l'endroit de toutes les religions. Vous avez bien raison. À quoi j'ajouterai le bouddhisme, l'hindouisme, l'animisme... C'est pas moi qui vais vous accuser de critiquer des religions. Donc je n'ai pas changé d'avis, j'ai peut-être changé d'amis. Simplement parce qu'effectivement, il y a un moment donné, quand j'ai attaqué la psychanalyse freudienne, toute la gauche m'est tombée dessus, a estimé que j'étais devenu un infâme fasciste. Donc d'un seul coup, une partie de la droite a dit « mais ce type est plutôt sympathique, défendons-le ». Mais moi, je sais ce que je fais. C'est pas parce que Libération me défendait et ne me défend plus, que Le Figaro m'attaquait et ne m'attaque plus, que pour autant j'ai changé d'avis. Je ne vous parle pas de vos amis. Je ne vous parle pas de vos amis, d'autres ont changé, je parle des conséquences d'autres ont changé de votre idéologie sur moi, mais moi, je maintiens ma position, je reste athée, je reste libertaire, je reste socialiste et je reste hédoniste. Simplement, il faut lire les textes et pas seulement se contenter de ce que ni Internet, ni... La France, c'est quoi pour vous, la France? Oula. Ah, comme ça, en un mot, je dirais c'est d'abord une géographie, c'est ensuite une langue, enfin pas d'abord, je dirais c'est une géographie, c'est une langue, c'est un art de vivre. C'est comme disait l'autre, je pense qu'il s'appelait Emmanuel Macron, c'est un art, c'est l'art d'être français. Et j'ai pris quelques notes quand il a parlé de ça, parce que je me dis, mais l'art d'être français, c'est quoi? C'est Rabelais, le fait d'être rabelaisien, y compris dans les excès. Ça peut être Bigard, mais c'est Rabelais. Est-ce qu'on peut encore être rabelaisien? Réponse non. C'est Descartes. Est-ce qu'on peut être encore cartésien? Réponse non. On peut tout dire aujourd'hui et n'importe quoi sur le climat, sur dire qu'une femme est un père comme les autres, etc. Tout est possible et tout est pensable. Et le cartésianisme qui faisait dire à une époque que le cartésianisme était la France, c'est fini. On a eu l'ironie voltairienne, l'humour voltairien. Vous ne pouvez plus, si vous plaisantez sur Greta Thunberg, vous êtes un personnage détestable qui attaque les autistes et qui est méchant. Si vous faites une plaisanterie sur quelqu'un d'enrobé, vous êtes un grossophobe. Donc vous vous dites, mais effectivement, la France c'était ça. C'était Rabelais, c'est plus possible. C'était Descartes, c'est plus possible. C'était également... Voltaire, et c'est plus possible. Voltaire, et c'est plus possible. Mais on pourrait aussi ajouter, c'était Camus, même au XXe siècle. La possibilité d'être de gauche sans être marxiste, jacobin, etc. Ça n'est plus possible non plus. Et au XIXe, c'était Proudhon. C'était la possibilité d'être un socialiste pragmatique, pas un libéral libertaire, pas un libéral libertaire. Non, un socialiste libertaire, ça n'est plus possible non plus. Donc c'était une façon d'être et de faire, la France, qui est en péril. Est-ce que pour vous, Michel Onfray, c'est un Zemmour de gauche? Je sais pas sur les... je suis très flatté qu'on me compare à Michel Onfray. Je dirais que... c'est ce que j'essaie de... Non, mais c'est vrai qu'on a souvent des diagnostics communs. En plus, on a des lectures communes. Donc, et puis surtout, non, je vais vous dire, ce que j'aime dans Michel Onfray, c'est que pour un homme de gauche, il n'est pas sectaire. Et en fait, c'est rarissime. Vous voyez, on discute loyalement, sans se détester, sans qu'au bout de 3 minutes, il me traite de fasciste, sans qu'il me menace de boycott. Vous voyez, ça, c'est la gauche, Michel Onfray, que j'aime. Maintenant, on a déjà eu cette conversation tous les deux. Je pense qu'il appartient à la gauche qui perd toujours. Il le sait, c'est-à-dire que cette gauche qu'il défend valeureusement, libertaire, proudhonienne, décentralisée, girondine, etc., elle est condamnée à terminer sous la guillotine ou sous les... Donc il perdra toujours, parce que c'est la gauche jacobine, totalitaire, qui gagne toujours. C'est ça son problème, c'est qu'il se veut à gauche, mais c'est toujours la gauche qui le tuera.
Et c'est toute l'histoire de sa gauche à lui. Dernier mot. Je suis obligé de Est-ce vous que donner vous êtes raison. bien sûr, est-ce que vous êtes un Zemmour de gauche? Non, sur Zemmour de gauche. Mais sur cette idée que Éric a raison de dire que quand on refuse les armes de la violence, on perd devant ceux qui acceptent la violence. Pourquoi est-ce que Proudhon a perdu? Parce qu'il n'a pas bourré les urnes. Pourquoi est-ce que Marx a gagné dans les internationales? Parce qu'il bourrait les urnes, parce qu'il mentait, parce qu'il a fait une fausse réputation à Bakounine en disant qu'il était un agent du tsar, parce qu'il a dit des pique-pentes sur les proudhoniens ou sur les fouriéristes en disant que c'était des socialistes utopiques, etc. Donc Éric a raison, si on porte les couleurs camusiennes...